Déterminer l'orientation des travaux du mouvement politique. Où les oppositions ont montré ce qu'il y avait de pire en politique. Cette lutte contre la discrimination, elle concerne l'accès à une pratique médicale. Alors Guillaume Chiche, je suis député de la première circonscription des Deux-Sèvres, membre de la majorité parlementaire et membre de la commission des affaires sociales. Commission des affaires sociales, comme vous le savez, chaque député, quand il est élu, doit choisir une commission permanente dans laquelle il va siéger. Et moi, j'ai choisi d'aller sur la commission des affaires sociales parce que ça va intéresser des thématiques comme la procréation médicalement assistée, comme la formation professionnelle, comme l'emploi, comme notre système de santé, et notamment la réforme hospitalière et la préparation du budget de la sécurité sociale. J'ai fait de la PMA un vrai cheval de bataille parce que moi je suis député, mais je suis aussi militant. Et je milite beaucoup pour la suppression des discriminations et la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, la PMA, c'est quoi? C'est une pratique médicale qui est éprouvée, qui est pratiquée depuis plus de 30 ans, depuis 35 ans, et qui est ouverte aux couples hétérosexuels. Tout l'enjeu, c'est de supprimer une discrimination d'accès dans cette pratique médicale qui se fonde aujourd'hui sur l'orientation sexuelle. Si vous êtes une femme en couple lesbien, vous n'y avez pas accès, et qui se fonde aussi sur le statut matrimonial. Si vous êtes une femme célibataire, vous n'y avez pas non plus accès. Et comme moi, ma boussole politique, c'est celle de supprimer les discriminations, je veux supprimer cette discrimination d'accès fondée sur l'orientation sexuelle et le statut matrimonial. Le premier rôle, c'est de légiférer. C'est de modifier cette loi pour permettre l'accès à toutes les femmes, une mesure de justice et d'égalité, à cette pratique médicale qu'est la PMA. Donc c'est changer la loi. Au-delà, il faut convaincre. Il faut convaincre l'ensemble de mes collègues parlementaires. Le gouvernement a déjà affirmé sa volonté de le faire. Le président de la République, alors qu'il était candidat, a décidé également de le faire, c'est-à-dire d'élargir cette pratique médicale à l'ensemble des femmes, et donc c'est travailler, s'interroger sur toutes les questions connexes. Demain, vous ouvrez la PMA à toutes les femmes. Se posera la question de savoir s'il faut un remboursement par la sécurité sociale ou pas. Moi, je pense profondément qu'il faut que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, comme l'ensemble des collègues de la majorité et comme le mouvement La République En Marche à laquelle j'appartiens. Pourquoi le faire prendre en charge par la sécurité sociale? C'est un point de discussion important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des femmes en couple lesbien, des femmes célibataires, qui recourent à la PMA à l'étranger, parce que ça leur est interdit en France. Et donc, d'aller recourir légalement à une PMA à l'étranger, en respectant toutes les lois en vigueur, eh bien, ça les met dans une situation de coût où les femmes qui vont le faire ont en réalité les moyens de le faire. Et ça les plonge dans un système inégalitaire où celles qui ont les moyens d'aller à l'étranger pour recourir à la PMA le font, celles qui ont aussi un désir d'enfant et qui n'en ont pas les moyens financiers ne peuvent pas le faire. Demain, élargir la PMA à toutes les femmes en France, mais ne pas le prendre en charge par la sécurité sociale, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, mesdames, vous avez accès à une pratique médicale. Si vous avez de l'argent, eh bien vous pouvez y accéder. Si vous n'en avez pas, eh bien vous ne le pouvez pas. Et donc moi je pense que c'est absolument inimaginable de créer un accès pour toutes les femmes à une pratique médicale en disant vous pourrez y accéder à mesure de votre portefeuille. Donc je crois qu'il faut que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. Tout à fait. On avait un objectif commun, président de la République, gouvernement, majorité parlementaire, qui était celui d'élargir l'accès à une pratique médicale, en l'occurrence la PMA, pour toutes les femmes. Pour atteindre cet objectif, on a plusieurs véhicules législatifs. On a ce qu'on appelle les projets de loi d'impulsion gouvernementale. C'est le gouvernement qui soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat une proposition de texte, un projet de loi. Et vous avez ce qu'on appelle les propositions de loi d'impulsion parlementaire, où ce sont les députés qui soumettent au débat un texte législatif. Et moi, comme je suis quelqu'un de déterminé dans la poursuite de cet objectif, et surtout de méthodique, je me suis dit, il y a plusieurs moyens d'atteindre cet objectif. Projet de loi et proposition de loi. Charge au gouvernement de travailler sur un projet de loi. Moi, en tant que parlementaire, j'ai voulu créer une option et travailler sur une proposition de loi. Et après, très clairement, j'ai dit, il faut déterminer quel est le véhicule législatif le plus adapté. Collectivement,
que ce soit le groupe majoritaire, que ce soit le gouvernement et dans une certaine mesure le président de la République, on a décidé que le véhicule le plus adapté, ce serait le projet de loi. Et donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas déposé cette proposition de loi. Est-ce que cette proposition de loi elle a permis d'obtenir des choses dans la séquence politique? J'en suis absolument convaincu parce que le fait d'avoir parlé de cette proposition de loi, ça a amené le gouvernement à arrêter un calendrier. Avant la fin de l'année 2018, en Conseil des ministres, il y aura la présentation d'un projet de loi pour élargir la PMA à toutes les femmes. C'est absolument fondamental, on a un engagement calendrier. Deuxièmement, il y a le contenu. Dans la proposition de loi, j'avais parlé du remboursement de la PMA pour toutes les femmes par la sécurité sociale. J'avais aussi parlé de l'enjeu de la double filiation maternelle, pour que quand on parle de couple lesbien, les deux femmes soient bien reconnues comme mères, qu'il n'y en ait pas une qui réalise la gestation et l'autre qui adopte l'enfant, mais qu'il y ait au préalable une reconnaissance de maternité, de filiation pour les deux mères. Et enfin, la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. C'est deux choses bien différentes. Le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, c'est une autorité administrative indépendante qui ne donne pas son accord, mais qui donne un avis, qui est positif ou non. Ils sont là pour éclairer la décision des parlementaires. C'est-à-dire qu'on ressemble des spécialistes, des experts, des philosophes, des membres de la société civile et on leur demande de travailler sur un sujet. On leur demande même de travailler et de mettre en place des travaux de concertation. C'était l'enjeu des états généraux de la bioéthique qui ont été impulsés il y a quelques mois et dont le CCNE a remis une synthèse. Le CCNE, quand il rend un avis favorable sur l'élargissement de la PMA à toutes les femmes, nous l'écoutons en tant que parlementaires. On s'en enrichit. Est-ce que c'est ce qui va lier notre décision? Absolument pas. Le fait que l'Église prenne position, et je crois que c'est la conférence des évêques de France auquel vous faites allusion qui émet un avis plutôt défavorable. Moi je crois que les organisations cultuelles, elles ont toute leur place, quelle qu'elle soit dans notre société. Est-ce que c'est elles qui doivent guider le mode de vie des uns ou des autres, ou qui font les lois? Je ne le crois pas. Est-ce qu'elles représentent quelque chose dans notre société? Bien évidemment. Est-ce qu'en tant que parlementaire, j'entends les doutes, les oppositions, les appels à aller plus loin sur certains sujets? Bien entendu, parce qu'à un moment donné, ça représente une partie de la population, et donc je l'entends. Est-ce que je le partage pleinement? En l'occurrence, non, absolument pas. Mais de la même manière, moi je crois beaucoup au fait qu'il doit y avoir un débat apaisé, et j'ai bon espoir de convaincre les personnes qui sont croyantes ou pas, pratiquantes ou non, de telle ou telle religion, parce que c'est une approche politique que j'ai. Quand je parle de suppression des discriminations, c'est vraiment dans une dynamique d'égalité et de justice, et non pas de croyance qui concerne tout à chacun personnellement. Bien entendu, bien entendu. Pendant la réforme du mariage pour tous, vous avez un débat parlementaire qui a duré de longs mois, qui a duré plus de 15 mois. Qu'est-ce qu'on a observé pendant ces débats? C'est qu'il y avait dans la société une recrudescence de paroles et d'actes homophobes, transphobes, lesbophobes. Parce que le débat a duré très longtemps et il a causé de nombreuses victimes, qui étaient notamment la population LGBT. Notre responsabilité quand on initie un débat comme celui-ci, eh bien, c'est de faire le moins de victimes possible. Moi, j'ai l'absolue conviction qu'en commençant à débattre de l'élargissement de la PMA pour toutes les femmes, il va y avoir des victimes collatérales parce qu'il y a fort à parier qu'il y ait une libération de cette même parole ou de ces mêmes actes homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. Et donc, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les personnes soient le moins exposées, qu'il y ait le moins de victimes. Et demain, quand on va commencer à parler de PMA, on commence déjà à le faire maintenant, eh bien, les victimes, ça peut être lesquelles? Ça peut être les femmes qui élèvent des enfants seuls, les familles monoparentales. Parce qu'on sera tenté d'expliquer que une femme seule, ça ne peut pas élever un enfant tout seul. Moi, c'est pas quelque chose que j'accepte. Ça va être les familles homoparentales, c'est-à-dire les couples aujourd'hui mariés qui ont des enfants. Autre victime, ça va être les enfants qui sont aujourd'hui nés de PMA. Je vous disais, depuis 35 ans, c'est une pratique médicale qui existe. Il y en a 25 000 par an qui vont peut-être se retrouver mis en cause directement.
en entendant que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas bien ou pas souhaitable, qu'il y ait une pratique médicale ainsi en France. Et enfin, ça peut être les lesbiennes, les hommes homosexuels, les personnes transgenres, les hommes transgenres, etc., etc. Parce que moi, notre responsabilité, c'est certes de leur apporter des droits supplémentaires, mais c'est que ça ne se fasse pas au prix d'une déstabilisation, au prix d'une attaque des personnes pour ce qu'elles sont.